C'est un peu la théorie du chaos. Plus rien ne fonctionne. Il y a pire que le brouillard de la guerre, c'est le brouillard du terrorisme. Il y a des domaines dans l'économie russe qui vont très bien. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Nous vivons dans une époque qui, entre autres, peut être caractérisée comme une époque où on généralise la négation ou la transgression des limites. On le voit dans un peu tous les domaines. Bon, dans le domaine de l'écologie, c'est tout à fait évident. On ne cesse d'outrepasser ce qu'il est possible d'imposer à la nature. On s'est longtemps imaginé que les réserves naturelles étaient à la fois illimitées et gratuites, et on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Dans le domaine également de la nature, mais alors là, de la nature humaine, on peut faire allusion à ce qu'on appelle maintenant le transhumanisme, c'est-à-dire cette idée que on pourrait, grâce au progrès de la science et de la technique ou de la biologie, transgresser à peu près toutes les limites et véritablement aboutir à changer la nature humaine. L'idéologie du progrès, il faut bien le dire, a également contribué à cet état d'esprit en nourrissant l'idée que tout ce qui était nouveau valait à proportion que c'était nouveau, ce qui a amené à dépasser, à introduire toute une série de ruptures par rapport à un idéal sans cesse repoussé vers l'horizon de modernité. Et puis, il y a évidemment le fait que le système idéologiquement dominant aujourd'hui, qui est le système de ce que j'ai appelé la forme capitale, c'est-à-dire du capitalisme libéral, repose intrinsèquement sur l'illimité, sur l'illimitation, sur la suraccumulation du capital, sur l'accumulation et la production illimitée de marchandises, sur l'expansion planétaire de la logique du marché, et en même temps sur la volonté d'éradiquer tout ce qui peut faire obstacle à la triomphale marche en avant du progrès d'un côté, du capital et du marché de l'autre. Et puis, il faut encore également parler du sans-frontiérisme, pour prendre une expression à la mode, car après tout, les frontières sont aussi des limites, et comme vous le savez, aujourd'hui, on sent pointer un peu partout cette idée qu'il faut arriver à un gouvernement mondial, qu'il faut supprimer les frontières, les pays, les cultures, et que nous serions beaucoup plus heureux si on parvenait à un monde plus uniforme, dans lequel il n'y aurait plus de culture, d'identité collective, de mode de vie différenciés. Donc, effacement, transgression générale des limites. Alors, c'est précisément le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette émission, et la raison pour laquelle j'ai fait appel sur ce plateau, d'abord à Paul Piccarreta, qui est journaliste indépendant, directeur de la rédaction d'une revue qui s'intitule précisément Limite, et dont nous allons parler. D'ailleurs, je remarque limite au singulier, pas au pluriel. C'est voulu ou c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. D'abord parce que c'était esthétique, oui. Et que la revue Limite au pluriel existait déjà. D'accord. Alors, c'est une revue dont on va parler, qui est, je dois dire, assez inclassable, ce qui n'est certainement pas un reproche dans ma bouche, car j'aime beaucoup ce qui est inclassable, mais disons, pour prendre le dernier numéro, c'est-à-dire le numéro 4, la revue ayant été créée, je crois, en septembre de l'an dernier, par vous-même et quelques autres, comme Gauthier Besse, que nous avions reçu sur ce plateau, comme Eugénie Bastier, que nous aurions aimé avoir avec nous aujourd'hui. C'est une revue où on lit des plumes qui viennent de bords, disons, assez différents,
quelques noms simplement dans ce numéro. On peut lire à la fois Natacha Polony, Eugénie Bastier, Patrice de Plainquette, l'abbé de Tanoirne, et puis aussi Noël Mamère, Jacques Julliard et beaucoup d'autres, ce qui est, à mon avis, un gage d'intelligence et de qualité, mais ce qui peut surprendre, peut-être, ceux qui aiment bien ne trouver sous une couverture que des gens qui pensent à peu près pareil. Alors, je dirais que c'est une revue qui peut paraître assez éclectique. On y trouve des gens de droite et des gens de gauche, pour reprendre une formule un peu banale, des idées de droite et des idées de gauche. C'est une revue d'inspiration chrétienne, mais qui ne cache pas en même temps son hostilité à, disons, la droite catholique libérale. Les auteurs auxquels vous référez sont des auteurs qui, je dois dire, me sont assez chers, qu'il s'agisse de Jean-Claude Michéa, ce qui est peut-être la grande référence centrale, Jean-Claude Michéa, mais également Hannah Arendt, les critiques du système technicien comme Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau, voire Ivan Illich. Günther Anders également aussi. Oui, Günther Anders, qui pourrait-on dire, Chesterton également. Bon, il y en a, Simone Weil et beaucoup d'autres. Ce qui, là aussi, peut paraître assez éclectique, mais regroupe bien quand même un éclairage principal. Alors, il y a quand même un sous-titre à cette revue limite, c'est Revue d'écologie intégrale, et je crois qu'il faut un peu partir de là. D'écologie, il y en a un certain nombre. Intégrale, on pense à une expression qui a été utilisée par Gauthier Besse dans son livre Nos limites, NOS, Nos limites, qui a également été employé, je veux dire, par le pape François dans l'encyclopédie, Laudato Si, qui a éclaté un peu comme une bombe il y a relativement peu de temps. C'était en juin de 2015. Voilà, ouais. Et qui vous apportait finalement un certain renfort. Oui, la revue limite était conçue avant l'encyclique, simplement on est sorti 3 mois après. Et je dois dire que le pape François nous a... C'était une divine surprise. Oui, puisqu'en fait, il a aussi justifié notre démarche. C'est-à-dire que le mot décroissance, notre premier numéro était sur la décroissance. C'était un mot que la plupart des chrétiens qui ont s'adressé, les chrétiens ne l'avaient jamais entendu. La grande majorité des chrétiens n'avaient jamais entendu le mot décroissance. Donc, il est venu justifier notre travail et quelque part nous rendre fréquentables aux yeux des catholiques. Donc voilà, donc merci Pape François. Alors, on va revenir tout de suite à Limite. Je voudrais dire que notre autre invité qui est déjà venu, lui aussi dans cette émission, c'est Olivier Rey, qui est à la fois mathématicien et philosophe, puisqu'il a, je crois, enseigné les mathématiques à l'école polytechnique et qu'il enseigne la philosophie à l'université de Paris 1. Je fais une petite parenthèse pour dire que je suis vraiment incroyablement admiratif pour quelqu'un qui maîtrise à la fois la philosophie et les mathématiques. Bon, il y a eu des philosophes mathématiciens dans le passé et plus d'un, depuis Leibniz jusqu'à Bertrand Russell et Whitehead, mais je dois dire que maîtriser ces deux choses qui me paraissent personnellement s'éloigner l'une de l'autre, je trouve ça vraiment admirable. Alors, Olivier Rey a publié plusieurs livres, notamment dans le passé chez Gallimard. Plus récemment, il a publié Une question de taille aux éditions Stock, puis Après la chute chez Pierre-Guillaume Deroux, et tout récemment, Quand le monde s'est fait nombre chez Stock, qui est donc paru il y a quelques mois, et qui est un essai dans lequel il essaye de faire la genèse et d'interpréter le sens de la floraison extraordinaire des statistiques depuis, disons, grosso modo, le 19e siècle, même si on peut remonter plus haut pour en faire un peu la préhistoire. J'ajoute qu'Olivier Rey a également collaboré à la revue Limite et que par conséquent, nous sommes un peu dans la même mouvance, alors, revenons donc à Limite. Écologie, oui. Écologie d'inspiration chrétienne, oui. Mais en quoi est-elle intégrale ? Il y a deux choses. Bon, la première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une écologie chez les catholiques qu'on appelait l'écologie humaine,
qui s'occupait uniquement de questions sociétales, ou ce qu'on appelle les questions de famille, la question de la vie, l'avortement, l'euthanasie, etc. Donc il n'y avait pas d'écologie traditionnelle. Et ensuite, de l'autre bord, si je puis dire, il y avait l'écologie environnementale, et qui ne faisait pas de lien spécifique entre le désordre écologique et le désordre moral, si je puis dire. Donc on s'est dit, en fait, il y a quand même quelque chose d'assez flagrant, c'est qu'il y a un lien entre les deux désordres, le désordre moral et le désordre écologique, mais il n'y a personne pour le dire. On a en philosophie, par exemple, en économie, Jean-Claude Michéa qui dit qu'il y a bien que le libéralisme est composé de deux phases, hein, le versant culturel et le versant économique, et qu'en fait c'est le même schmilblick, quoi. On arrive, l'aboutissement de ces deux libéralismes en fait se fonde en un seul libéralisme, et c'est pareil avec la question écologique. Je vais prendre simplement un exemple, mais quand vous voyez que Bayer et Monsanto collaborent ensemble, vous avez l'armada de la pilule d'un côté, l'armada pharmaceutique de l'autre, donc qui va vanter les mérites de la liberté sexuelle, des choses comme ça. De l'autre, Monsanto, donc désordre écologique, désordre moral. Et puis en fait, les deux fondent en un même bloc parfaitement cohérent. Alors, je crois qu'il faut peut-être s'arrêter un instant sur Michéa, parce que là aussi tout le monde n'a pas lu Michéa, parce que le parallèle qu'il fait recoupe parfaitement celui que vous évoquiez tout à l'heure, en parlant d'un côté d'un désordre moral et de l'autre d'un désordre dans le domaine de l'écologie environnementale. Car à l'origine du désordre écologique classique, disons, on trouve le système du marché hypertrophié, c'est-à-dire le système du libéralisme économique, et à l'origine de ce que vous appelez le désordre moral, on va trouver l'idéologie libérale-libertaire, hein, pour prendre une expression un peu à la mode. Or, ce que Michéa, dans toute son œuvre, fait apparaître, c'est la très grande parenté de ces deux formes de libéralisme, et il va un peu plus loin en disant que la droite qui a soutenu le libéralisme économique s'ouvrira un jour ou l'autre, on le voit d'ailleurs déjà un peu, au libéralisme libertaire, sociétal ou concernant les mœurs que soutenait la gauche, et que la gauche fera exactement le système inverse, car le système du marché est celui qui permet le mieux de réaliser l'idéologie du désir, d'institutionnaliser n'importe quel désir fantasmatique. Donc il y a cette interpénétration des deux. Et effectivement... Ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute qu'ils étaient historiquement irréconciliables. Et que, à un moment donné, quelqu'un va sonner la fin de la récré en disant « mais en fait, maintenant l'histoire vous réunit ». Et nous, on essaie de mettre le point sur ça, c'est-à-dire vos fausses inimitiés, parce que parfois il y a des inimitiés, on parle encore de gauche-droite, etc. Toutes ces fausses inimitiés, à un moment, doivent comment dire, révéler leur supercherie. C'est ça, en fait. Et historiquement, aujourd'hui, je pense qu'on a un moment de l'histoire où il n'y a pas de raison que Gattaz ne communie pas dans la main de Cohn-Bendit, quoi. Oui, enfin, si je peux me permettre, oui. C'est pas tout à fait exactement ça que dit Michéa. Il dit qu'en fait, il y a une matrice unique du libéralisme. Idéologique, oui. Oui, que le débat entre la gauche et la droite est un débat qui est interne à la bourgeoisie libérale. Et en revanche, que ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est que pour des raisons tactiques, il y a eu une alliance de circonstances entre les libéraux de gauche et le mouvement ouvrier socialiste. Et que donc, en fait, à ce moment-là, il y a eu une sorte de confusion qui s'est opérée entre le libéralisme de gauche et le socialisme. Et ce que dit Michéa, c'est que depuis, disons, les années 1970 et puis l'effondrement du Parti communiste, en fait, finalement, la gauche revient à ce qu'elle était fondamentalement, oui, c'est-à-dire au libéralisme en ayant éliminé le socialisme. Mais Michéa dit bien qu'il y a une matrice unique libérale qui a juste ces deux versants gauche-droite, mais qui sont fondamentalement faits pour s'entendre. Oui, bien sûr. Il faut ajouter que et c'est pour ça qu'il dit qu'on est dans un régime d'alternance unique entre la gauche et la droite. Il faut ajouter que Michéa est un critique assez féroce de l'idéologie du progrès.
dont il a bien vu, comme l'avait vu en son temps Georges Sorel, que c'est fondamentalement une idéologie bourgeoise libérale. Et Michéa, qui est par ailleurs un homme de gauche, il récuserait sans doute l'étiquette. Ah ben oui, il dirait qu'il est socialiste, mais pas de gauche. C'est pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je veux dire, Michéa ne critique pas la gauche actuelle d'un point de vue réactionnaire ou droitier. Non. Il la critique du point de vue de ce qui est à ses yeux l'idéal du mouvement socialiste à ses débuts, l'idéal du mouvement ouvrier, qui était, considère-t-il, tout à fait exempt du progressisme. Et il explique, en référence à l'histoire de France, notamment de l'affaire Dreyfus, que c'est à ce moment-là, au moment de l'affaire Dreyfus, que le mouvement socialiste ouvrier s'est associé, à coquiner, pourrait-on dire, avec la gauche progressiste qui était fondamentalement d'inspiration libérale. Et qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, la gauche qui a largué toutes ses propositions, tous ses systèmes, qui est passé par toute une série de déceptions et de désillusions, se replie à travers l'antiracisme entre guillemets, la lutte contre toutes les discriminations avec un petit tiret entre chaque mot, et le progressisme des droits de l'homme, finalement, sur ce qui était sa matrice d'origine, ce qui ouvre la porte éventuellement à des nouveaux clivages, mais ça, c'est encore un autre débat sur lequel nous viendrons peut-être tout à l'heure. Mais ce que j'essaye là de faire bien comprendre à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est ce qui fait la personnalité de la revue Limite, ce qui la rend très originale, très, très intéressante, car comme tout ce qui ne se laisse pas classer facilement, il suffit d'en prendre tel ou tel aspect pour dire « ah bon, c'est ceci ou c'est cela ». Oui, je vais vous le dire très franchement. En fait, on reçoit ça déplaît. Nos lecteurs aiment beaucoup les mythes, tant mieux. Mais ça, vous suivez très bien le principe de Peggy, selon lequel toute revue doit, dans chacun de ses numéros, déplaire au moins un tiers de ses abonnés. Un quart, je crois. Un quart, oui. On tient à nos Il bourses ajoute quand même. finement d'ailleurs. L'important, c'est que ça ne soit pas tout le temps les mêmes. C'est ça. Oui, mais en fait, ça déplaît en réalité à nos adversaires, si je puis dire, parce que les adversaires de quelque part du mouvement de l'écologie intégrale ou des michéistes ont tout intérêt à faire croire que la gauche existe encore, que la droite existe encore. Et puis quand on regarde l'armada médiatique qui ne fait que réactiver chaque week-end ces clivages en faisant des couvertures, des unes, où on sort des vieux concepts des années 80, où on nous présente Fillon, par exemple, comme un conservateur. Il n'y a pas grand-chose de conservateur, voilà. Et donc la casse médiatique essaie de réactiver sans cesse ces clivages. Donc on tire à boulet rouge sur nous. Enfin, je peux vous le dire parce que je suis bien placé, parce qu'on reçoit des mails assez terribles. Ce qui veut dire que finalement, on n'est pas inoffensif. C'est-à-dire que notre travail a des répercussions. Et concrètement, on essaie d'incarner ce que vous venez de dire. C'est-à-dire vous venez de prononcer le nom de François Fillon. Bon, je ne souhaite pas beaucoup qu'on aille dans la petite politique politicienne, mais je dirais que Fillon est, à mon avis, l'incarnation même de l'équivoque qu'il y a à associer le libéralisme et le conservatisme. C'est un libéral. C'est en même temps un homme qu'on attaque comme un grand conservateur, ce qu'à mon avis, il n'est pas du tout. Non, mais il n'est même pas conservateur, en fait. Mais il y a, vous savez comme moi, que l'association des libéraux et des conservateurs, ça ne date pas d'hier. C'est la théorie nationale libérale qu'on voit réapparaître. Bon, c'est toute cette droite qui, généralement, lorsqu'elle est chrétienne, considère l'Église comme une gendarmerie sacrée, comme disait Sorel, et qui, pour le reste, a surtout une conscience très nette de ses intérêts, plus encore que de ses principes. Donc, elle est très contente que François Fillon soit un peu rassurant sur le plan du conservatisme, parce que ça lui donne bonne conscience, mais elle est surtout bien consciente que François Fillon va réaliser un programme libéral qui aboutira aux 6
stupéfiant résultat que Mme Thatcher en Angleterre. Or, c'est là où la référence à Michéa est intéressante, parce que Michéa dit qu'il y a une inconséquence incroyable chez les conservateurs. Les conservateurs sont attachés à un certain nombre de liens traditionnels, ces fameux liens qui libèrent des anciennes sociétés, liens de type organique, fondés sur la solidarité, ce que Michéa et Orwell avant lui appelaient la décence commune, donc un certain nombre de valeurs traditionnelles, et en même temps ils soutiennent de toute leur force un système économique dont la logique interne fait qu'il ne peut que s'attaquer à ce qu'ils veulent conserver. Donc il y a une espèce de... c'est le fameux mot de Bossuet qu'on cite tout le temps sur les gens qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes, mais c'est vrai qu'on retombe toujours un peu dans cette problématique. Or, l'intérêt, encore une fois, de la revue Limite, c'est que vous échappez à qu'on déteste les bourgeois. Ce qui, évidemment, peut justifier qu'on vous attaque de part et d'autre. Ouais. Oui, et puis, comment dire ? Quand je lis la presse et que je vois que les gens disent qu'il y a une prise de conscience tout d'un coup des catholiques, etc. Bon, dans les faits, limite, on n'a que 3000 lecteurs. S'il y avait une vraie prise de conscience, on n'aurait pas 3000 lecteurs, normalement. Vous avez le pape François qui a plus de 3000 lecteurs. Oui, on a le pape François qui a plus de 3000 lecteurs. Sauf que quand l'Audaciosi a été reçu d'une manière incroyablement significative. Ah oui, mais pas chez les catholiques. Parce que... Non, mais je veux dire, chez les catholiques, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de catholiques, j'en connais beaucoup, qui ont applaudi comme vous l'avez fait vous-même, et puis il y a tous les libéraux chez qui le libéralisme l'emportait sur la foi, disons, et sur l'autorité du pape, qui sont empressés de dire, de toute façon, là, vous savez, le pape n'engage pas son infaillibilité, et puis qui s'occupe des âmes des gens, qui laisse l'économie aux gens sérieux, n'est-ce pas, aux gens qui savent manier les statistiques, et qui s'apparentent au groupe des experts, n'est-ce pas, et puis que pour le reste, que le pape nous laisse tranquille. Il y a... J'aurais pas la cruauté de citer certains noms très connus, mais dans les catholiques libéraux, il y a eu des critiques absolument insensées dirigées contre le pape François. Il y a des gens qui ont dit, il y a des philosophes qui ont dit que c'était des salmigondis quand même, ce qu'il y avait dans la date aussi. Bon, après c'est aussi, pardon, mais je vais tirer le débat sur le côté générationnel, mais les vieux philosophes qui ont une matrice idéologique héritée des années 70-80 ont parfois du mal à abandonner aussi ce à quoi ils ont été biberonnés. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est pour les excuser, mais l'essentiel c'est que la génération qui vient après... C'est pas le cas de tous. Oui, non, heureusement. Il y en a qui ont recyclé le logiciel. Heureusement. Et je dirais même pour qui ça a été une expérience très intéressante. Ceux qu'ils ont pu connaître il y a 20, 30, 40 ans, parce qu'ils en ont tiré la leçon. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens ne tirent pas la leçon de leurs expériences. C'est peut-être ça le véritable problème. Mais j'ajouterais que dans Limite, il y a aussi quand même une volonté, pas seulement de déborder les clivages habituels, mais de prendre aussi un petit peu de la hauteur par une espèce de regard plus philosophique. J'avais noté ce mot que je trouvais très juste d'Olivieri, voilà. C'était dans un débat avec Natacha Polony, paru, si j'ai bonne mémoire, dans le numéro 2 de Limite, et qui disait, cette phrase simple, mais il va la développer un peu pour nous: respecter des limites passe par la reconnaissance de notre propre finitude. Car nous sommes par nature des êtres limités, des êtres consacrés, conscients de leur finitude. Heidegger disait que c'est ce qui nous distingue le plus fondamentalement de l'animal, de nous savoir des êtres voués à la mort. Et comment est-ce que vous articulez finalement cette philosophie de la finitude, si l'on peut dire, avec les considérations plus simples qui se rapportent aux limites dans un certain nombre de domaines actuels? En tout cas, il y a un contraste absolument saisissant entre la sagesse des anciens et l'esprit des modernes.
toute la sagesse des anciens visait tout le temps à rappeler à l'homme précisément sa finitude, et pas simplement sur un mode négatif, c'est-à-dire que, bon, d'une certaine manière, le fait de dire à l'homme qu'il est fini, c'est dire qu'il n'est pas un dieu. Mais en même temps, en particulier dans la philosophie grecque, la limite, ça n'est pas simplement quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, mais c'est aussi ce qui nous fait exister. C'est-à-dire que pour les Grecs, n'existe précisément que ce qui a une limite. La limite, c'est ce qui donne une forme. Ce qui n'a pas de limite, c'est ce qui est informe. L'apeiron, chez les Grecs, le sans limite, c'est quelque chose, c'est un mot négatif. Et donc, en fait, là, je pense que c'est extrêmement important de voir que la limite, pour les modernes, est toujours vue comme quelque chose, comme une entrave, quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, alors que la limite a aussi un sens beaucoup plus positif. C'est d'abord ce qui nous fait être, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons précisément un corps qui a ses propres limites que aussi nous existons en tant qu'être vivant. C'est le même raisonnement qu'on trouve chez le sans-frontiérisme, l'idée que la frontière enferme. Oui, oui. Ouais. Comme si la frontière était un mur qu'on ne peut pas franchir. Là, je serais d'ailleurs peut-être plus critique que vous vis-à-vis du pape François, parce que il y a eu cette phrase à propos de la campagne électorale américaine, où le pape François avait dit faut favoriser ceux qui créent des ponts plutôt que ceux qui créent des murs. Et malheureusement, entre le pont et le mur, le pont qui accueille tout le monde et le mur qui n'accueille personne, il y a la porte, c'est-à-dire l'écluse au fond. Et qu'est-ce que c'est qu'une frontière, sinon une écluse? La frontière donne une forme, on peut franchir la frontière. La frontière ne légitime pas à haïr les étrangers, au contraire, elle nous rend étrangers nous-mêmes dès que nous la passons. Et j'ajouterais même qu'il y a un plaisir de la transgression. Mais l'absence de toute limite, l'absence de toute frontière, c'est, comme vous le disiez, l'absence de forme. C'est donc quelque chose de très décourageant et qui nous ramène en quelque sorte à un élément chaotique. Mais il y a un auteur qui a très mauvaise presse aujourd'hui, qui est Charles Maurras, mais qui prenait comme comparaison une maison. Et il disait, si la maison n'a que des murs, c'est une prison. Mais si elle n'a que des fenêtres, il n'y a plus de maison. Voilà, donc, non, c'est une très belle, je crois que c'est une très belle fortune. Bah oui, je trouve que la métaphore fonctionne bien. Pour qu'on évite ces extrêmes, il faut le sens de la mesure. Donc on retombe toujours sur cette notion de mesure, au profit de ce que les modernes appellent, avec Descartes, être maître et souverain de la nature, et puis finalement dominer le monde, dominer la nature, la maîtrise étendue à tout et à n'importe quoi, et à nous-mêmes, bien entendu, avec les perspectives transhumanistes qui sont la négation de la nature dans ce qu'elle a de plus élémentaire. Avec l'idéologie du genre, on était déjà à la négation du sexe, qui était quand même la division élémentaire au sein de l'humanité. Avec le transhumanisme, on arrive à une négation qui est encore ontologiquement encore plus extraordinaire, finalement. Mais quand Ivan Illich s'est interrogé, parce que justement, quand il s'est interrogé sur la singularité des sociétés modernes, occidentales, dans lesquelles nous sommes, par rapport aux sociétés européennes qui ont précédé, et par rapport à ce qui avait pu avoir cours ailleurs dans le monde, il s'est demandé quel était l'élément le plus singulier qui expliquait cette différence. Et il en est venu à penser que c'était parce que dans toutes les autres cultures et dans la culture européenne jusqu'à la modernité, le monde était peuplé d'hommes et de femmes, alors que dans nos sociétés, nos sociétés sont peuplées d'êtres humains secondairement masculins ou féminins. Et alors évidemment... Et secondairement membres d'une société particulière. Oui, enfin tout est secondaire par rapport à leur caractère d'êtres humains. Mais en fait, il voyait vraiment cette distinction entre hommes et femmes, ou cette altérité entre hommes et femmes, et que l'humanité était constituée non pas d'êtres humains, mais d'hommes et de femmes, comme quelque chose d'absolument fondamental pour l'intériorisation de la notion de limite.
et que justement, lorsqu'on perd cette idée que l'humanité, ce ne sont pas des êtres humains, mais ce sont des hommes et des femmes, justement, on n'inscrit plus à l'intérieur. Alors là, on pourrait faire la référence avec ce que dit la psychanalyse. C'est que pour les psychanalystes, la première rencontre du principe de réalité pour un enfant, c'est de précisément comprendre qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes. Et alors là, on voit toute la folie aujourd'hui, justement, qu'il peut y avoir dans l'idée qu'il faut au contraire élever les enfants dans l'indistinction, de leur donner, ne pas les caractériser en tant que garçons ou filles. Et là, c'est vraiment une organisation de la folie. Non, mais qui a une logique, parce que si on veut l'expansion absolument illimitée du marché et du libéralisme, précisément, il faut effacer cette distinction entre les hommes et les femmes. La distinction, au fond, c'est l'idéal du neutre. Unisexe, uniforme. Et ce qui est absolument fou, c'est de voir des gens qui se prétendent ultra anticapitalistes et qui vont militer justement pour la disparition de la distinction homme-femme. Ça se homme-femme. rattache, à mon sens, à une conception erronée de l'égalité, qui est l'égalité conçue comme mêmeté. C'est-à-dire que nous serons égaux lorsqu'il n'y aura plus aucune différence entre nous, donc militons pour la suppression des différences. Donc c'est plus du tout l'égalité répartie, proportionnelle, équitable, etc. On est dans une espèce d'un idéal du neutre, dont on voit très bien l'équivalent dans l'idéologie du genre, dans différentes choses dans le transhumanisme de aussi, ce type, dans le transhumanisme également, dont il est difficile de savoir d'ailleurs jusqu'où il ira, dans quelle mesure il appartient à la science-fiction ou à la réalité. Qui a déjà commencé d'une certaine façon. Malheureusement que ça n'entre de plus en plus dans la réalité. Alors maintenant, il y a une question qui fâche quand même dans l'histoire de la décroissance. D'ailleurs, vous l'avez abordé dans le premier numéro, c'est le problème de la croissance démographique. Vous avez développé des arguments qui, à mon avis, n'étaient pas faux du tout. J'entends bien que il y a une espèce de cri d'alarme sur la croissance démographique, qui est en fait un discours qui sert de paravent à l'idée que, en fait, il faut que les autres peuples du monde ralentissent leur natalité pour que nous puissions continuer à consommer en tant qu'occidentaux toujours plus et en général à leur détriment. Alors c'est un argument que je trouve tout à fait recevable. Cela dit, si on voit les choses de manière un peu plus cynique, à supposer même que la Terre entière soit convertie à la théorie des bienfaits d'une vie plus sobre, de la sobriété heureuse, comme dit Serge Latouche. Là, je me tourne vers le spécialiste des statistiques. On arrive quand même forcément à des limites. Le nombre d'individus que vous pouvez mettre au mètre carré, il se heurte. Quand on critique la croissance matérielle en disant une croissance matérielle infinie est impossible dans un espace fini, dans un espace fini, vous ne pouvez pas non plus mettre un nombre infini de personnages. Enfin, là, il y a encore un peu de marge. Là, il y a quand même un vrai problème, d'autant plus que l'augmentation... je vois des travaux d'experts qui disent « Ah bon, on est 7 milliards, mais vous savez, on pourrait très bien aller à 15 milliards. » Bon, enfin, ils disent pas à 150 milliards quand même, mais à 15 milliards peut-être, mais il y a les problèmes de taille aussi, de gigantisme. Des milliards et des milliards qui s'ajoutent, ce sont des villes qui deviennent grandes comme certaines nations. Donc on retrouve cet effet de taille sur lequel vous étiez penché dans votre livre paru en 2014, et puis donc je vous pose un peu cette question-là, pas par esprit provocateur, mais parce que je crois que c'est une objection qui vient quand même à l'esprit de beaucoup de gens, et puis peut-être ça pourrait être une occasion de glisser doucement vers le sujet des statistiques. Oui, en fait, cela étant, sur la question de la natalité, si vous voulez, ce qui je trouve aussi un petit peu problématique, c'est que traiter de la question de la natalité à l'échelle mondiale pose une grave difficulté, parce que la réalité est très très différente selon les pays. Si on est en Italie du Nord, où on a 0,9 enfants par femme, ou en Bavière, on doit être à peu près à ça, et puis qu'on va au Niger et qu'on est à 6,8 enfants par femme,
alors, est-ce que, par exemple, les Italiens doivent encore et les Allemands doivent encore diminuer le nombre d'enfants qu'ils ont pour lutter contre contre la surpopulation, pendant que d'autres pays où on sera à 7 enfants par femme. D'autre part, on peut déplorer le fait que justement ces vagues migratoires qui commencent à arriver sur l'Europe et qui ne vont faire que croître. Et puis, si d'un autre côté, si on a 0,9 enfants par femme, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est un des gros problèmes auxquels est confrontée l'Église aujourd'hui sur ces questions-là, parce que l'Église catholique, qui se veut justement, comme son nom l'indique, universelle, elle essaye de formuler des principes qui sont universels par rapport à des réalités qui, de par le monde, sont extrêmement diverses. Alors, et donc, d'un certain point de vue, il faudrait que, comme le pape dit que dans certains pays, comme les pays occidentaux, il faudrait accepter une certaine décroissance dans la consommation, pendant que dans d'autres pays, elle pourrait croître. Je pense que pour la natalité, c'est la même chose. Oui, on pourrait dire évidemment voilà, la même chose. Et donc, il n'y a pas de réponse, globale. Mais c'est vrai, vous avez quand j'entends par exemple des acteurs américains qui disent « Ah ben non, moi j'ai pas d'enfant, it's a green choice ouais. ». Bon, voilà. Easy choice. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison de dire que poser les problèmes de manière universelle et globale, c'est toujours problématique parce que les situations ne sont pas du tout les mêmes et qu'on ne peut pas faire le parallèle entre un pays qui est en état de dénatalité ou décroissance et puis des pays qui sont en état et puis par ailleurs, qu'il y a par ailleurs les phénomènes de transition démographique, qu'il y a également les phénomènes de migration qui sont souvent liés à des déséquilibres démographiques. Je dirais aussi que c'est peut-être une erreur de traiter comme un absolu un problème qui est assez relatif. Je veux dire qu'il y a 2000 ans ou 3000 ans, lorsque la plupart des grandes religions sont nées, vouloir un développement considérable de la population des sociétés, donc des fidèles d'ailleurs, était parfaitement légitime. Je veux dire, la terre était semblait immense, tellement immense qu'il n'y avait pas de limite, justement. C'est le fameux verset « croissez, multipliez-vous ». Quand on se retrouve avec des villes de 35 ou 40 millions d'habitants, parce que c'est ce qui existe maintenant, évidemment, on se pose d'autres questions. Dans « croissez, multipliez-vous », on dit toujours... à l'époque, il n'était que 2, quoi. Parce qu'on a toujours fait de ce verset, vous savez, on a dit oui, c'est le verset de tous les débats, parce que voilà, c'est le christianisme qui a voulu qu'on détruise la planète. Un truc qu'on entend assez souvent. Et en fait, si on contextualise le verset, on est dans la Genèse et il y a 2 personnes. Et Dieu dit croissez, multipliez-vous. Voilà. Non, on pourrait discuter sur la fameuse phrase de la Genèse, dominer la terre, etc. Moi, je crois que le mot hébreu qui est employé ne veut pas du tout dire cultivez-la gentiment comme un jardin, mais c'est pas la question. En revanche, sur l'histoire de croître et multiplier, oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal que une petite communauté, une petite population cherche à grandir, à se développer et tente à pousser ses membres à faire des enfants plutôt qu'à disparaître. Mais évidemment, ce qui vaut dans un certain contexte, c'est là où l'absolu est toujours difficile à ramener aux affaires humaines. C'est une chose vraiment sur laquelle j'ai essayé d'insister dans le livre que vous avez cité, là, une question de taille, c'est le fait que souvent les débats philosophiques, pour moi, sont complètement viciés dans le fait que les gens s'affrontent autour de principes sans voir que les principes ont toujours un domaine de validité limité, justement, c'est-à-dire que ça vaut dans un certain horizon quantitatif. Si on prend ce magnifique principe d'hospitalité, justement, quand les philosophes parlent d'hospitalité, ils ne disent jamais si en face de soi on a une personne, si on en a 10, si on a 100, 1000, etc. Alors que dès qu'on est dans la réalité, en fait, cette question-là, la réalité, elle se présente bien toujours avec une certaine quantité. Et à ce moment-là, en fait, la réponse à la question ne peut pas être la même dans tous ces cas.
Et alors donc souvent les gens s'affrontent avec des principes qu'ils veulent absolus, oui, voilà, ouais. et alors qu'en fait ils n'ont une valeur que toujours à l'intérieur d'un certain horizon quantitatif. Moi, je suis toujours surpris d'entendre les gens dire je suis pour l'immigration ou contre l'immigration. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. Moi, si on me dit est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration, je dis ça dépend qui émigre, à quel rythme, dans quel volume, dans quel laps de temps. Hein. Je veux dire, s'il s'agit d'accueillir 1000 personnes ou 100 millions, c'est pas pareil. Ah bah, hein. Mais alors là, on voit aussi l'idéologie vraiment. Il n'y a pas très longtemps, dans le journal du CNRS, il y avait l'article de quelqu'un qui a étudié les populations préhistoriques. Et alors le titre qui était donné à l'article, c'était de tout temps, l'homme a été un migrant. Alors bon, voilà, on voyait vraiment donc en fait, regardez, pauvres imbéciles aujourd'hui qui aident contre l'immigration. En fait, c'est inhérent à l'humanité. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que quand on lisait l'article, on s'apercevait que ce spécialiste disait oui, les anciennes populations migraient d'environ 30 km par génération. Voilà. Et donc en fait, d'une certaine manière, le contenu de l'article, elle ne contredisait pas absolument le titre, mais en fait le titre présentait les choses, pour faire le lien avec les migrations d'aujourd'hui qui n'ont strictement rien à voir. Quand il y avait une tribu qui migrait de 30 km en 50 ans, bon, c'est pas évidemment, c'est pas la même chose que des millions de personnes qui changent de continent. Dans les périodes pré- ou proto-historiques, on pourrait rappeler que le premier grand coup d'arrêt à cette migration incessante, ça a été l'invention de l'agriculture, hein, qui a amené les gens à cesser de nomadiser pour se sédentariser sur un territoire avec tout ce que cela a pu entraîner. Mais enfin bon, là on s'éloigne un peu. À propos, restons une seconde sur l'écologie, Paul Picaretta. La COP21, ça évoque quoi pour vous? C'est une bonne initiative ou une ruse ultime du capitalisme vert? Oui, non, en fait, quand on a regardé de près ce que c'était que la COP21, il y avait des choses c'était assez simple de voir qu'il s'agissait d'abord d'une organisation autour de grands groupes industriels. Quand on regarde les personnes en fait qui étaient à la manœuvre, vous aviez la grosse industrie allemande qui a pointé son nez, très grosses industries américaines. Enfin, c'était vraiment une sorte de spectacle. On pouvait recenser à peu près tout ce qui se faisait de pire dans le monde en termes de l'industrie. Donc, ça nous a paru tellement farfelu qu'en fait, on a quasiment rien écrit là-dessus sur la COP21. Et s'il y avait Vandana Shiva qui était venu à Paris pour l'occasion et on avait fait un article là-dessus. Mais globalement, bon, à part les accords qui ont été pris, mais qui de toute façon ne sont pas forcément tenus, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Nous, ce qu'on dit dans Limite tout le temps, c'est on parle du local, on parle des circuits courts. À la COP21, on ne parle pas de local et de circuits courts. Enfin, il n'y a pas l'idée de décroissance, il n'y a pas l'idée de limite. Il y a simplement l'idée fondamentale de la COP21 et du capitalisme vert en général, c'est comment préserver notre industrie. Et en fait, ce qu'on appelle le greenwashing, donc c'est-à-dire peindre en vert notre industrie, c'est quoi? L'idée, c'est on a besoin de continuer de produire, on ne peut plus produire dans nos conditions actuelles, parce qu'en fait, on est en train de détruire les stocks, on détruit la nature, donc quelque part, c'est la croissance qui s'effondre. Donc il faut recréer une croissance, trouver des nouveaux leviers de production, et ils appellent ça l'écologie. Donc en fait, c'est là où on voit la récupération en fait du capitalisme, la récupération de l'écologie par le capitalisme. Et on voit qu'il n'y a pas pour eux, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est très rationnel. Il y a un postulat implicite pour eux, c'est que rien ne doit pouvoir contredire la logique du marché et que par conséquent, le marché est capable de créer lui-même les conditions qui lui permettront de respecter les préservations des écosystèmes au prix de certaines techniques du type marché, vous savez, payeur-pollueur. Oui, c'est ça. Extraordinaire, c'est la création du marché où on achète des droits de polluer. C'est exactement comme la solution libérale à l'immigration. On va créer un marché de l'immigration. C'est-à-dire ceux qui sont suffisamment fortunés pour acheter des tickets d'avion.
Ça fonctionne avec tout. On se demande pourquoi d'ailleurs on pourrait pas acheter, pour les gens très riches ne pourraient pas acheter des permis de tuer, par exemple. Tout. Non, mais ça fonctionne avec l'eau, avec l'air. Mais je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est vraiment un problème que je pense fondamental, celui de la population mondiale. Oui. Je pense qu'en fait, la croissance de la population mondiale, on ne peut pas déconnecter cette question-là de la question générale de la croissance. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a des gens qui se disent « Ah, finalement, le seul problème qu'on a avec notre système, c'est que, bon, c'est vrai qu'on consomme beaucoup, mais après tout, si on n'était que 500 millions sur la Terre, eh bien, tout irait bien. Et c'est juste parce qu'on va atteindre les 10 milliards que ça pose un problème. Mais en fait, à ce moment-là, on déconnecte, si vous voulez, la question d'un certain mode de vie avec la croissance démographique. Or, en fait, les deux sont profondément liés. En fait, toutes les sociétés traditionnelles avaient une population stable ou qui croissait extrêmement lentement. Et c'est le choc de la modernisation qui a complètement désorganisé ces sociétés et qui les a fait entrer dans cette croissance démographique qui, par ailleurs, en fait, est entretenue contrairement à ce entretenu par le capitalisme. Il y a un auteur qu'on a toujours profit à lire, que bon, je suis à peu près d'accord sur rien avec lui, et en même temps, c'est vraiment un auteur très intéressant à lire, c'est Hayek. Et Hayek dit alors, Hayek, dans sa polémique contre le communisme, en fait, il disait, oui, voilà, les socialistes et les communistes ont dit, regardez, au XIXe siècle, c'est épouvantable, toutes ces populations ouvrières qui étaient plongées dans le paupérisme. Donc, en fait, le capitalisme a appauvri les gens. Et en fait, ce que dit Hayek, et il y a du vrai là-dedans, il dit, non, le capitalisme n'a pas appauvri les gens, il a amené à l'existence des gens qui auparavant n'existaient pas. Parce que justement, l'Europe, il y a eu une énorme explosion démographique en Europe au XIXe siècle. Et en fait, dans les sociétés européennes, autrefois, régulaient à peu près leur nombre. Et c'est le capitalisme qui a fait émerger ces nouvelles populations. Alors certes, qui vivaient dans des conditions misérables. Mais Hayek dit, ben oui, mais c'est pas grave, parce qu'elles sont dans des conditions misérables, mais la génération d'après, ils s'élèveront. Mais ce que dit Hayek, c'est que pour que cette dynamique générale d'élévation de tout le monde continue à fonctionner, il faut que sans cesse il y ait des nouvelles populations qui n'existaient pas auparavant, qui soient appelées à l'existence. Donc si vous voulez, la population, si on la voit comme une pyramide avec les riches en haut et les pauvres en bas, en fait c'est une pyramide, il dit tout le monde, la condition de tout le monde s'améliore, la pyramide monte, mais pour que la pyramide monte, il faut que sa base soit de plus en plus grande. Et Hayek dit explicitement, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde sur la Terre, et Hayek va jusqu'à dire, mais en fait, il n'y a pas de limite. Et alors là, vraiment, chez Hayek, penseur libéral par excellence, et c'est vraiment la négation totale de la limite. Il dit, non, on trouvera toujours un moyen, et lui, il pourrait dire, non, mais 100 milliards, c'est pas un problème, on se débrouillera. C'est le même raisonnement, d'ailleurs, qui dit, il faut le développement toujours de la technique, parce que seule la technique peut venir à bout des défauts de la technique. Hein, mais là, on voit que chez un penseur comme Hayek, que la croissance démographique et le modèle de croissance capitaliste, en fait, sont deux choses qui sont fondamentalement liées. Ouais. Et donc, en fait, si vous voulez, les personnes qui disent, oui, en fait, le système capitaliste est bon, mais le problème, c'est qu'on a trop de gens, c'est un peu comme quand on disait le libéralisme, si vous voulez, quand on déplore des conséquences en continuant à chérir les causes. En fait, là, c'est la même chose. Oui. Il y a un détail encore, toujours à propos de la croissance démographique. Il ne faut pas oublier une chose, que dans beaucoup de pays du tiers-monde, la croissance démographique, c'est tout simplement la protection sociale. Hein. Les gens ont beaucoup d'enfants parce que s'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, il n'y a personne pour s'occuper d'eux dans la vieillesse. Hein. C'est un facteur dont on ne tient jamais compte, ça. Hein. En tout cas, très peu. Lorsqu'on lance dans le tiers-monde des grandes campagnes pour la contraception, l'avortement, la stérilisation. Je suis pas tellement d'accord parce que de toute façon, auparavant, c'était déjà le cas. Donc, pourquoi ces populations augmentent tellement auparavant, il n'y avait pas de sécurité sociale non plus, quoi. Donc, c'est vrai, mais il y avait sans doute des liens
des liens de rapport de groupe qui étaient qui n'avaient pas encore été fragmentés. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fragmenté ça? C'est précisément la modernisation de ces. Voilà, exactement. Donc. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais à la lumière de vos écrits, de vos expériences, de l'écho que vous rencontrez avec une revue comme Limite, est-ce que vous avez le sentiment que on va vers de nouveaux clivages à l'intérieur de la société? Qu'est-ce qui se dessine? Moi, ce que je pense, ce que je dis depuis le début, c'est que l'ambition de Limite, c'est de redéfinir en fait les clivages. C'est pas de briser les clivages, parce que parfois vous avez des gens qui disent oui, gauche-droite ça n'existe plus, il n'y a plus de clivage, etc. C'est totalement faux. Il y a des clivages, il y aura toujours des clivages. Simplement, la pertinence d'un travail intellectuel, c'est de dire quels sont les nouveaux clivages, quels sont les clivages pertinents, quels sont les nouveaux clivages. Moi, je pense que effectivement, il y en a aujourd'hui qui sont perceptibles. Il y a des nouveaux clivages à droite, il y a des nouveaux clivages à gauche, il y a des nouveaux gauche-droite, et tout le travail normalement d'un intellectuel, c'est de poser des noms sur tous ces courants-là. On peut en citer plein, mais vous voyez à droite, le courant libéral conservateur, il me semble, a quand même le vent en poupe beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. J'étais pas là il y a 30 ou 40 ans, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait un courant libéral conservateur aussi uni. Mais après, c'est peut-être momentané. À gauche, vous avez l'émergence d'une gauche très on dit qu'elle se droitisme, enfin de plus en plus libérale en tout cas. Donc finalement, on rejoint Michéa. Elle finalement, elle est fidèle à l'idéologie de gauche, quoi. C'était le libéralisme. Donc il y a des nouveaux clivages qui se font. Alors, et puis il y a aussi des clivages générationnels. Je termine juste sur ça. Je parle toujours des générations, mais parce qu'en fait, on vit des expériences totalement différentes. Moi, ma génération, j'ai 27 ans. Beaucoup de gens de mon âge ont fait 6 ou 7 ans d'études et sont au RSA. C'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Et donc, en fait, votre façon de penser les choses est totalement différente. Et ça, les intellectuels ne le voient pas, parce que comme tout le monde s'est embourgeoisé, on oublie de penser que le rapport au monde n'est pas... C'est tout à fait évident. Un jeune de 20 ans aujourd'hui, ou il y a 40 ans, ne vit pas dans la même terreur sociale ou dans la même perspective de misère sociale, de déclassement des classes moyennes, de sortie de la classe moyenne, etc. Tout ça, c'est absolument certain. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Quand vous dites les libéraux conservateurs, en plus le vent en poupe aujourd'hui... C'était plus une question, parce que c'est mon expérience. Je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas dire que les libéraux conservateurs représentaient une famille très importante il y a 40 ans. Mais elle paraissait plus naturelle qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que libéraux et conservateurs étaient unis par un commun, quelque chose de commun, qui était le rejet de ce qu'ils appelaient le collectivisme, c'est-à-dire le communisme, le système soviétique. À l'époque de la guerre froide, la droite conservatrice et la droite libérale ont en quelque sorte, je ne dis pas fusionné parce que je crois que c'est pas possible, mais se sont beaucoup rapprochés parce qu'au moins ils étaient d'accord pour rejeter le communisme. Mais ils en ont trouvé un autre. Il suffit de regarder les couvertures de Valeurs Actuelles pour comprendre quel est le nouvel ennemi qui se sont trouvés. Parlons de choses sérieuses. Mais c'est un bon exemple pour comprendre. Vous regardez les couvertures du Figaro Magazine dans les années 70, c'était le communisme. Aujourd'hui, si vous avez des femmes en burqa. Voilà. Mais en ce qui concerne le communisme, le système soviétique a quand même disparu. Ce qui fait que les libéraux sont beaucoup plus aujourd'hui en position de remettre en cause leur alliance avec les conservateurs, parce que la gauche n'a plus le même caractère répulsif. Au contraire, d'ailleurs, plus la gauche s'ouvre à la problématique du marché, plus elle abandonne ses perspectives révolutionnaires et son inspiration originelle, comme dirait Michéa, plus finalement
elle regarde vers les libéraux de droite en disant finalement il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Vous citiez Fillon, citons maintenant Macron, n'est-ce pas, qui est une sorte d'incarnation de Tony Blair. Hein. On a le choix entre Margaret Thatcher d'un côté et Tony Blair de l'autre, c'est pas tant comme modernité. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui, non, mais Ce qui fait que les libéraux et les conservateurs, il y a toujours cet équivoque, sont toujours ensemble. Maintenant, je suis de ceux qui pensent que les libéraux vont plus redériver à gauche, parce qu'à gauche, il n'y a plus, sauf chez des gens comme Mélenchon par exemple, il n'y a plus la réalité répulsive à laquelle ils étaient habitués il y a 50 ans. Alors, bon, on arrive quand même à la politique. Je voudrais rester au niveau des principes, mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose pour des gens comme vous, pour des gens comme Serge Latouche, par exemple, quand il parle de décroissance, ou comme Alain Caillé lorsqu'il parle de convivialisme. C'est-à-dire tout un tas de choses qui sont extrêmement sympathiques, mais on se dit comment ça passe dans la réalité, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on sorte du domaine de la conversion individuelle ou du simple sermon. Hein. Mes chers amis, essayons d'être plus fraternels, plus sobres, moins consommateurs, etc. Bon, c'est un sermon sympathique, mais comment ça passe dans les faits? Parce que, regardez les hommes politiques aujourd'hui, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances que vous voulez, s'il y a un mot dont ils ne veulent pas entendre parler, c'est bien celui de décroissance. Hein. Donc, il y a quand même un problème d'accès au réel, et vous avez dit vous-même dans Limite qu'on ne peut pas faire l'économie du politique. Hein. Alors, le problème, c'est que je crois aussi qu'on ne peut pas faire l'économie du politique, mais en même temps, les voies d'accès politique, aujourd'hui, sont plutôt brumeuses. Il y a quelque chose qui est tout à fait emblématique, c'est une émission sur France Culture qui a lieu tous les dimanches matins, animée par Philippe Meyer, qui s'appelle L'Esprit Public. Oui. Et c'est extraordinaire, parce que cette émission s'appelle L'Esprit Public, et en fait, c'est le club des libéraux. C'est-à-dire qu'il y a Thierry Pêche, Terra Nova, libéral de gauche, Bourlange, libéral du centre, j'ai plus ils en ont trouvé un autre, libéral de droite. Et en fait, c'est le club des libéraux. Oui, et alors, bon, ils discutent des détails, quoi, en fait. Ils sont d'accord sur le fond, et puis alors après, ils discutent des détails. En gros, on pourrait dire, oui, 1% de TVA ou 2%, enfin, des choses comme ça, quoi, des choses aussi passionnantes. 500 000 fonctionnaires ou 400 000. Oui, voilà. Oui, il y avait une chose, d'ailleurs, en fait, qui était du plus haut comique, je me souviens, c'était en 2007, le grand débat télévisé qu'il y avait eu entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et Ségolène Royal avait présenté ça comme projet de société contre projet de société. Alors franchement, on avait le choix entre la société Ségolène Royal et la société Nicolas Sarkozy, très franchement, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, voilà, c'était sur des éléments de langage éventuellement qui changeaient un petit peu, mais enfin bon, c'était quand même la même société. C'était évident que c'était la même société. Mais ce que je pense aussi aujourd'hui, c'est que de toute façon, politiquement, actuellement, c'est complètement bloqué parce que de toute façon, il n'y a plus de politique. Donc en fait, quand on dit « Ah, mais on ne peut pas accéder, on n'a pas d'accès politique », mais de toute façon, à quoi ça sert? Parce que les politiques, si on prend un pays comme la France aujourd'hui qui est endetté jusqu'au cou, en fait, toute la politique de la France, ça revient à empêcher que les taux d'intérêt n'augmentent. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, la France, c'est la Grèce. Bon, et à partir du moment où on ne peut plus rembourser la dette, comment on fait? On est comme la Grèce, alors on a le choix, comme la Grèce. La Grèce, soit elle reste dans l'Union européenne et dans l'euro, mais à ce moment-là, elle est en compétition avec l'industrie allemande, avec l'agriculture française, etc. Elle n'est pas compétitive. Donc l'activité en Grèce ne cessera de s'écrouler. Soit elle veut sortir de l'Union européenne, elle revient à la drachme. Mais en fait, avec la drachme, on ne peut rien acheter. Enfin, ce sera une monnaie de singe. Or, la Grèce, quand elle est rentrée dans l'Union européenne, elle était autosuffisante alimentairement. Après ces années de participation à l'Union européenne, l'agriculture grecque a été ruinée. Donc en fait, ça veut dire que les Grecs n'ont même plus de quoi manger. Et s'ils doivent l'acheter avec des drachmes qui vaudront rien, en fait, ce sera la famine en Grèce. Et donc, ils sont pris dans cet étau absolument épouvantable. Et la France, en fait, ça ne tient qu'à des taux d'intérêt qui sont pas trop élevés. Et donc, en réalité, les lois Macron, les lois ceci, les lois cela, ça n'est fait que pour
ce sont des signaux envoyés au marché financier pour dire il faut garder nos bonnes notes, il faut que les taux d'intérêt soient pas trop élevés. Et donc en fait, la situation n'est pas encore assez dramatique finalement pour que on se lance véritablement dans des changements drastiques qu'il faudrait entreprendre. Donc je pense qu'actuellement on est dans une situation totalement bloquée, on est dans une sorte de processus et il faut attendre l'effondrement pour que d'un coup il y ait des possibles qui se rouvrent. Et il me semble que le travail qu'on a à faire aujourd'hui, justement que le fait à sa manière la revue Limite, c'est d'essayer de comprendre que ce qui nous attend après l'effondrement, c'est pas forcément la catastrophe, mais ça peut être au contraire l'occasion de retrouver des possibilités de vie meilleures. Parce que évidemment cet effondrement, il aura un caractère catastrophique. Et donc, en fait, à ce moment-là, la réaction par rapport à ça, ça va être la peur, la panique. Et alors là, ça peut donner absolument n'importe quoi. Et le fait d'avoir l'esprit assez ouvert pour comprendre que l'effondrement vers lequel on va aura forcément des effets très douloureux, hein, mais en même temps rouvrira des possibles. Je pense que c'est ça qu'il nous appartient de faire et que je pense que c'est l'action politique que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais je ne m'illusionne pas du tout sur le fait que à brève échéance, on va vraiment changer de Bien sûr, non, ce blocage politique est absolument là. Maintenant, vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique et que les gens se rendent bien compte que les alternatives ou pseudo-alternatives qu'on leur propose n'en voient pas grand-chose. C'est le sujet d'une autre émission, hein, c'est-à-dire que devient le clivage gauche-droite, mais c'est aussi... c'est de la mise en scène pour faire croire qu'il y a encore de la politique. C'est aussi un mythe incapacitant qui théâtralise une opposition qui ne correspond plus à grand-chose, mais c'est vrai aussi que de plus en plus de gens s'en rendent compte et que c'est sans doute à la lumière de cette conscience qui émerge progressivement qu'il faudrait réexaminer des phénomènes comme ce qu'on appelle le populisme, hein, qui est aussi une formidable demande de politique. Hein. Beaucoup de gens croient que le populisme est une attitude antipolitique. C'est l'inverse. Et Vincent Cousselière, que nous avions eu ici sur ce plateau il y a quelque temps, le montre, à mon avis, très bien. Ce que les gens reprochent aux hommes politiques, c'est de ne plus faire de politique. Hein. C'est qu'il n'y ait plus de clivage net qui permette de les distinguer. Voilà, alors on va peut-être s'en tenir là parce que l'heure tourne. La revue Limite, j'espère que tout le monde va se la procurer. Elle était d'abord éditée aux éditions du Cerf, elle est éditée aujourd'hui aux éditions Première partie. Ouais. Est-ce que vous voulez vous donner l'adresse de la revue ? Alors, alors pour s'abonner, c'est tout simplement sur le site internet, donc revuelimite.fr, à la petite rubrique abonnement. D'accord. Donc voilà, on s'abonne pour 4. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans cette revue, d'ailleurs dans d'autres initiatives, parce que c'est pas la seule évidemment, c'est qu'on voit, on parlait de nouveaux clivages, on voit réapparaître une vieille problématique qui est finalement la problématique, je dirais, conservatrice révolutionnaire. Parce que, incontestablement, on voit bien en quoi vous êtes conservateur. Il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Nous sommes conservateurs malgré nous. Voilà. Et en même temps, ce à quoi vous ne voulez pas renoncer, vous réalisez bien qu'il faut une attitude, sinon des moyens révolutionnaires, pour les conserver. Donc c'est là où il y a une sorte de conservatisme révolutionnaire, si vous voulez. Oui, mais c'est ce que disait Ellul et Charbonneau. C'est un peu ce qui s'est passé en C'est ce que disait effectivement Ellul. Jacques Ellul, théologien protestant, grand critique du système technicien, Bernard Charbonneau, qui a été un de ses collaborateurs et disciples. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il disait, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont dit cela. Parmi la galaxie des non-conformistes des années 30, il y a eu beaucoup de gens qui ont cherché justement à renouer
ce conservatisme et cet esprit révolutionnaire. Ouais, l'important aujourd'hui, c'est de bien définir le conservatisme critique aussi. Ouais. Au Canada, notamment, il y a toute cette école qui s'est constituée autour de l'idée de conservatisme critique ou de conservatisme de gauche, d'ailleurs, dans certains cas. Mais la plasticité de ces termes est évidemment suffisamment grande pour qu'on puisse faire une immense émission autour de l'évolution du vocabulaire politique. En tout cas, Paul Picaretta et Olivier Rey, merci de vous être retrouvés dans ce studio. Lisez la revue Limite, ça en vaut la peine, et à bientôt.